retour sur le plateau avec nos chers invités, toujours armés de cette envie de pouvoir vous servir. Francisco Napokura, il est journaliste freelance. Horus Donkovi, activiste panafricain. Kosigan Akwete, président fondateur de AJD, Alliance des Jeunes, Alliance Jeunesse Développement plutôt. On parlait de la Côte d'Ivoire. On va également continuer par parler de la Côte d'Ivoire avec les risques de dérapage. On sait que Guillaume Soro, le chef rebelle, ancien Premier ministre, ancien président du Parlement, a lancé un appel vibrant à l'armée pour qu'elle puisse réagir. On voit également les violences intercommunautaires. Horus, on sait que ces débats politiques en Côte d'Ivoire se transportent également au niveau des communautés qui n'hésitent pas à s'affronter entre elles. Vous voyez véritablement des risques? Oui, il y a des risques. Alors, oui, il y a des risques, mais je pense que il faut que les populations sortent de l'instrumentalisation. Alors, il y a plusieurs points. Le premier point, c'est celui-ci. Lorsqu'il y a eu la rébellion ivoirienne, dans les années 2002, on a compris très très vite que les rebelles et certains hommes politiques avaient derrière eux une puissance occidentale, en l'occurrence la France. Ouais. On peut s'étonner actuellement que M. Ouattara, qui a été soutenu par ce pays, soit en conflit avec un ancien dauphin entre griffes qui lui-même se réfugie dans ce même pays et de ce même pays appelle à la rébellion. Il y a quelque chose de très paradoxal. Est-ce qu'il y a un deal entre la France, Soro Guillaume, et le président Ouattara? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je trouve très paradoxal que l'on puisse avoir un pays qui a toujours soutenu une personnalité et que maintenant, qu'il y ait une autre personnalité qui s'oppose frontalement à celui-ci et que cette personnalité se retrouve réfugiée dans ce pays. Et que la France ne réagit pas. Voilà, qu'il n'y ait pas de réaction, qu'il n'y ait pas, tant soit peu, un certain type de boycott. Il y a déjà ce premier point-là. Le deuxième point, c'est la question communautaire. Alors, je voulais rebondir sur ce qu'a dit M. Akwete. Et pour moi, il n'y a pas de conflit musulman-chrétien. Il y a l'instrumentalisation de populations qui ont la fibre de la fraternité. Aux indépendances ivoiriennes, avant les indépendances ivoiriennes, en Côte d'Ivoire, nous avions deux illustres députés, deux illustres représentants de cette colonie-là. Nous avions Félix Houphouët-Boigny, mais nous avions aussi Ouezin Coulibaly, qui est voltaïque, et dont la femme va être une des ministres de Maurice Yaméogo, le premier président du Burkina. On oublie très souvent, et on ne transmet pas aux populations que pendant une période relativement importante, une grosse partie du Burkina a été intégrée à la colonie de Côte d'Ivoire. Et que le colon a fortement agi de façon à ce que les voltaïques investissent la Côte d'Ivoire, notamment sur le plan agricole. Les champs, le cacao, ainsi de suite, tout ça, c'est eux. Et on forçait les populations à s'investir dedans parce qu'il y avait l'impôt de capitation. Il y avait le travail forcé. Justement, Houphouët est reconnu pour avoir été une des personnes qui a usé de son influence pour abolir ce travail forcé au sein des colonies. Donc on oublie que le brassage entre ces différents peuples, les différents peuples qui sont à l'intérieur de cette Côte d'Ivoire-là, ben, ce brassage-là, il ne vient pas à partir des indépendances. Il existe bien avant. Il existe bien avant. Le Samori, l'influence de Samori va jusqu'à Bobo. Donc il faut sortir de l'instrumentalisation de la population. Quand vous voyez les premiers politiques ivoiriens, ben, beaucoup sont issus de brassages multi-ethniques. Vous voyez par exemple le monsieur Houphouët-Boigny, sa première épouse. Sa première épouse, c'est
un mélange de musulmans et de chrétiens, de personnes venues du Sénégal et de la haute société du Sud ivoirien, et ainsi de suite. Donc il faut que le problème, lorsqu'il y a des conflits comme ça, c'est que toute la jeunesse qui se lève et qui se dit représentante de tel ou tel leader politique, ignore qu'elle est instrumentalisée parce qu'il y a des preuves réelles, historiques, factuelles, qui montrent qu'en réalité, elles sont unies. Qui peut prétendre actuellement, dans les pays d'Afrique que nous sommes, qui peut prétendre être réellement à 100% de tel ou tel peuple, de telle et telle ethnie? Donc il y a quelque chose de ridicule dans l'extrême. Après, quand on voit par exemple, ce conflit entre M. Bédié et M. Ouattara, ben, je rappelle, c'est Houphouët-Boigny. C'est des gens qui sont dans le prolongement de l'œuvre d'Houphouët-Boigny. Et Houphouët-Boigny, comme on le sait, était très dans la France-Afrique, très dans le rapport aux anciens colonisateurs. Il faut vraiment que la jeunesse africaine, c'est pour ça que je parle d'instruction, c'est vraiment une question d'instruction, de transmission. Et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème d'instruction et de transmission et qu'on va édulcorer, on va mettre du déni, on va mettre du voile sur vraiment le passif de nos populations, on va rentrer dans ce genre de conflit-là. Et M. Kossiga, comment faire sortir cette jeunesse de l'instrumentalisation de la classe politique ivoirienne? Je crois que ce travail revient surtout à la société civile qui doit appeler au sens de responsabilité tous les courants de jeunes de la Côte d'Ivoire, puisqu'ils ont payé déjà par le passé un lourd tribut. Issu de toutes ces histoires de guerre, de rébellion. Même la partie septentrionale qui a supporté la rébellion en a payé beaucoup de tribut. Les gens du Nord ne nous diront pas aujourd'hui qu'ils ont été satisfaits de la rébellion. Au contraire, ils en ont perdu beaucoup de parents, ils ont essuyé des balles un peu partout. Donc aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est appelée à prendre ses responsabilités et à rester à l'écart de cette guéguerre entre les dinosaures politiques. Ce qui est sûr, que nous prenons le président Ouattara, Bédié et autres, ils vont tous partir bientôt. Maintenant, si la Côte d'Ivoire entre encore dans une deuxième guerre, à qui appartient finalement l'avenir? Non, ce n'est pas Soro seul qui va bâtir la Côte d'Ivoire demain. Moi, je crois quand même que Soro, son appel, à mon humble avis, ne trouvera pas de répondant dans les rangs des soldats ivoiriens. Il a déjà lancé des appels qui n'ont pas trouvé de répondant. Voilà, même la désobéissance civile est à prendre avec pincette, les résultats, l'impact qu'il a donné sur le terrain. Donc, je crois quand même que la jeunesse doit comprendre aujourd'hui que son intérêt est en jeu, que ce soit avec Ouattara, Bédié et autres, et doit chercher maintenant sa part de responsabilité. Voilà, faire taire les armes, aller au dialogue. Je demanderais aussi que nos politiques mettent à l'essai les jeunes. Mettre à l'essai les jeunes. Les jeunes ont aujourd'hui de la compétence dans beaucoup de domaines. Donc, la jeunesse ivoirienne ne doit pas suivre ces politiciens, mais doit rester calme, sereine et suivre cette actualité qui va passer tout à l'heure, puisque dans la vie, toute situation est éphémère. Je pense quand même que ce coup de force ou ces histoires de rébellion ne viendra plus en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi je dis, si la France laisse parler Soro, c'est en connaissant de cause. Il peut parler, puisque la France est une démocratie, mais il n'aura pas de support comme par le passé. Soro est comme un sac. Ben, ce qui donnait la forme et la force à ça, c'était Ouattara avec son carnet d'adresses. Aujourd'hui, Soro, connaissant beaucoup de choses, de tout ce qui s'était passé avec cette rébellion, avec la France et Ouattara, peut peut-être bénéficier de quelques commodités en France aujourd'hui, mais je crois que ça ne va pas durer. Et ça n'ira pas jusqu'aux extrémités où on va parler d'une deuxième rébellion, je ne crois pas à ça. Mais je rebondis un peu sur ce que mon confrère a dit. Horus a dit, c'est très important. Il est aujourd'hui capital que
la jeunesse ivoirienne se donne la main du sud au nord pour laisser passer cette tempête et chercher à travailler, chercher à construire ce pays, à reconstruire ce pays. Francisco, ça ne va pas être comme du beurre. On voit une jeunesse manipulée aujourd'hui. Quand on voit les violences à Daougro, le fief du président Bédié, également dans le fief du président Finguessan, dans le fief de Madame Simone Gbagbo, au nord de la Côte d'Ivoire, bastion du parti au pouvoir. Ouais. On se dit que les communautés, finalement, ne font que s'affronter pour ces politiques. Ah oui, c'est ça. Mais le travail dont parlent Oris et Kossi, c'est un travail qu'il fallait faire depuis. Présentement, toutes les oreilles sont bouchées. Hein, et personne n'entend plus. Quand on écoute, c'est de voir où ça saute. Et voilà. Donc, personne n'entend plus. Or, c'est un travail de longue haleine, hein, où nous avons, et Oris l'a dit, depuis les indépendances, même avant les indépendances, il y avait des réalités, hein, les réalités locales, hein, que aujourd'hui on ne connaît pas. C'est dans tous nos pays. C'est dans tous nos pays. Comment est-ce que les peuples vivaient sans conflit? Et lorsque le conflit veut subvenir, comment les gens faisaient pour pouvoir le régler de façon pacifique. Mais c'est des choses qui existaient, bien reconnues même par l'UNESCO, et qu'il faut utiliser. Et c'est avant, c'est-à-dire que le pouvoir en place, la société civile, c'est la tâche qu'on devait faire, même à travers, surtout, les moyens de communication que nous avons aujourd'hui, qui sont des radios de proximité et autres. Donc, voilà, c'est un travail que nous avons délaissé. Maintenant, tout le monde suivait sur son camp, hein, de politique et de politiciens. Moi, je suis pro Gbagbo, moi, je suis pro Ouattara, pro Soro et autres. Et aujourd'hui, personne n'écoute plus l'autre. C'est les commérages, les rumeurs, et qui vont s'amplifier, qui s'amplifient, et qui vont faire que les choses vont s'embraser. Et Soro, bien sûr, il lance un appel pratiquement à la rébellion. Mais est-ce qu'il aura les moyens aujourd'hui, hein, de le faire, de le réaliser sur le terrain comme avant? Ce n'est pas évident. Mais peut-être que ça peut pousser le système à commettre des erreurs, à vouloir déplacer certains pions, peut-être que dans l'armée, il a aussi des soutiens. Voilà, ou à vouloir faire une purge qui va mal passer. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, elle est là, intacte. Il est là, hein, intact, le problème est là. Depuis, Ouattara est venu, il a fait ses premiers 5 ans. C'était les meilleurs 5 ans qu'il a fait, en lançant le pays sur la politique des grands travaux. Le deuxième, c'est les gymnastiques. Et comment dire que je ne vais plus me présenter? Au lieu, hein, depuis que les gens lui disaient, ramène Gbagbo au pays. Mais depuis, déjà le deuxième mandat, il devait déjà tout faire pour que Laurent Gbagbo et Blé Goudé reviennent au pays. Est-ce qu'il a une force sur la Cour pénale internationale? Attendez, Gbagbo a été livré. Non, Gbagbo a été livré par Ouattara et peut-être avec l'appui de Nicolas Sarkozy. Oui, tout à fait. Qu'ils ont livré Gbagbo à la CPI. La preuve, lorsque les avocats de Gbagbo travaillent jusqu'à ce qu'on sente que le procès va en faveur de Gbagbo, on voit l'état même de la Côte d'Ivoire qui fait appel. Et ce qui fait que les choses ont perduré. Donc, Gbagbo devait revenir depuis. Au lieu de renvoyer Soro Guillaume, qui, entre-temps, s'est détaché de lui, a vu que ce monsieur... Même s'il pose des actes d'insoumission. Mais quelle insoumission? Ils sont en démocratie. C'est quoi quelle insoumission? Vous voulez qu'il on a parlé de coup d'État. Attendez, quand on veut tuer son chien, comme on le dit, on l'accuse de race. Ça, c'est parce que c'est le pouvoir en place. Hein. Oui, Soro Guillaume, on le connaît. Oui, mais... Avec ses accointances. Oui, mais Soro Guillaume avait tiré sur son avion à l'époque.
Ça, c'était depuis oui, il était dans l'avion, on a tiré sur l'avion. Donc, en fait, il devait faire ce travail-là, ramener tout ce monde et faire un travail pour voir comment ils vont régler le problème de la Côte d'Ivoire entre les vieux, mais se donner une retraite paisible. Hein, et, comme on l'a dit, surveiller, laisser les jeunes. Sinon, aujourd'hui, l'appel de Gbagbo, c'est ce qu'on appelle un ancien président. OK? Donc, voilà le travail qu'il devait faire en sortant du système. Je suis ancien président, réconcilié avec les autres anciens présidents, et pour que la Côte d'Ivoire avance. Aujourd'hui, c'est le fiasco. Je sais que vous voulez intervenir. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que la responsabilité incombe seulement au président Alassane Dramane Ouattara? On sait que pendant presque 7 à 8 ans, il a co-dirigé le pays avec le président Bédié. Oui, mais en fait, oui, étant donné qu'il est le principal responsable de l'État, qu'il est chef de l'État, et quand on sait tous les pouvoirs qu'un un chef d'État, notamment en Afrique, par rapport à ce que permet la République et les textes, oui, il est responsable. Parce que l'erreur, je pense, le Rubicon à ne pas franchir pour lui a été de se représenter et de faire ce troisième mandat cumulé, ce coup de force constitutionnel. Pas de faire, de vouloir faire. Voilà, parce que le problème qu'il a, c'est que maintenant, outre le fait de l'instrumentalisation politique que ses adversaires peuvent en faire, il se pose la question de la légitimité de son mandat, qui va perdurer tout au long de ce mandat-là. Donc, grosso modo, à vouloir... il est sorti de la capacité à prétendre sortir la Côte d'Ivoire d'une crise pour la replonger dans une nouvelle crise. Maintenant, je peux comprendre le fait que à un moment, il estime qu'un certain nombre de personnalités politiques ne puissent plus se représenter, notamment M. Gbagbo, qui a été son adversaire, et M. Bédié. Il n'y a pas de problème. Effectivement, oui, il peut présenter les choses comme cela. Mais il ne lui appartient pas, pour les contrecarrer, de se représenter une troisième fois en bridant ce que les textes disent. Parce que à ce moment-là, il introduit la Côte d'Ivoire dans le tumulte que l'on connaît. Qu'un homme politique, il se positionne et dise oui, Monsieur Gbagbo a fait son temps, Monsieur Bédié a fait son temps, il faut laisser cela à la jeunesse, ainsi de suite, tout ça. D'accord. Mais alors, je pense que tout cela entre dans la stratégie justement du politique. On aurait préféré quelque chose de beaucoup plus flexible, beaucoup plus méthodique. On ne peut pas prétester du fait que Bédié pose sa candidature pour poser sa candidature. Ou on ne peut pas refuser à Laurent Gbagbo de rentrer dans le pays. Qui autorise Bédié à se présenter. On ne peut pas refuser que Gbagbo rentre dans son pays tout simplement parce qu'on a peur qu'il se représente. Voilà. Cela ne lui appartient pas. Il y a la loi. Il y a la loi. Et puis ce qu'on perd de vue, sur plus de 40 candidats, on n'a que validé 4 pour aller aux élections. C'est une affabulation, ça. Ce n'est pas la démocratie. Voilà. Allez, on va revenir, on va marquer une petite pause et parler également de notre cher pays, le Togo.